Mesdames, Messieurs, bonsoir. La liberté. C'est un mot que nous chérissons tous, n'est-ce pas? Nous pensons souvent à la liberté comme à de grands espaces des voyages lointains ou le droit de vote. Mais pour beaucoup d'entre nous, en vieillissant, la liberté prend une forme beaucoup plus modeste, beaucoup plus intime. C'est le droit d'aller acheter son pain sans rendre de compte. C'est le droit de flâner dans un parc sans qu'on vous demande pourquoi. C'est le droit tout simplement de ne pas être surveillé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène insidieux, une prison sans barreaux construite avec les meilleures intentions du monde. Ou du moins, c'est ce qu'on nous dit. C'est l'histoire d'une femme Denise et d'un objet que nous avons tous dans notre poche, le téléphone portable. Cet objet qui devait nous relier au monde, mais qui, dans les mains d'un fils manipulateur, est devenu une laisse électronique, un fil invisible, mais d'une solidité d'acier serré autour du cou d'une mère. Préparez-vous, car l'histoire de Denise est celle d'une évasion immobile d'un combat silencieux pour la dignité. Tout commence un mardi matin grisâtre de novembre dans le très chic 16e arrondissement de Paris. L'avenue Victor Hugo est balayée par une petite pluie fine de sel qui transperce les manteaux. Denise, 72 ans, est assise dans la salle d'attente d'un cabinet d'avocats au 2e étage d'un immeuble haussmannien. C'est un endroit intimidant, moquette épaisse, silence feutré, portrait d'ancêtre sévère au mur. Denise serre son sac à main contre elle comme si c'était une bouée de sauvetage. Son cœur bat trop vite pour son âge. Elle n'est pas là pour un crime, non. Elle est là pour consulter, pour demander conseil, pour reprendre le contrôle de sa vie. Elle s'apprête à ouvrir son sac pour vérifier une énième fois que le dossier contenant ses relevés bancaires est bien là. Sa main tremble légèrement, et soudain le bruit. Une sonnerie stridente, agressive, déchire le calme olympien de la salle d'attente. C'est son téléphone. Ce n'est pas une mélodie douce, non, c'est une alarme. Denise sursaute violemment, manquant de faire tomber son sac. Les autres clients la regardent avec réprobation. Elle plonge la main dans sa poche, attrape l'appareil brûlant. L'écran affiche un nom, Thomas. Son fils. Elle hésite. Elle sait qu'elle ne devrait pas répondre. Elle est chez l'avocat, c'est son secret. Mais la peur est un réflexe conditionné. Si elle ne répond pas, il va insister. Il va s'inquiéter, dira-t-il. Alors, d'une voix faible, elle décroche « Allô, Thomas ?» À l'autre bout du fil, pas de bonjour. Juste une voix sèche, inquisitrice, une voix qui ne pose pas une question, mais qui exige une réponse. « Maman, qu'est-ce que tu fais avenue Victor Hugo ?» Le sang de Denise se glace. Comment sait-il? Elle n'a rien dit. Elle a pris un taxi, elle a fait attention. Elle balbutie, cherchant une excuse, n'importe laquelle. Je fais une course, Thomas. Je cherchais une écharpe pour l'hiver. Il y a de belles boutiques ici. » Un silence pesant s'installe. Denise entend la respiration de son fils à travers le combiné. Puis le couperet tombe. « Ne me mens pas, maman. Il n'y a pas de boutique de mode au numéro 142. C'est un immeuble de bureau. Et il n'y a pas de marché non plus. Tu es chez qui? Un médecin, un notaire. » Denise se sent nue, transparente. C'est comme s'il était là dans la pièce planquée derrière la plante verte. Elle regarde autour d'elle, paranoïaque. « Thomas, je t'assure, je me promène. »« Rentre, » coupe-t-il sèchement. « Rentre tout de suite à la maison. Ce quartier n'est pas pour toi. Tu vas te fatiguer, tu vas encore te perdre. Je vois que tu n'as pas beaucoup de batterie. Si ton téléphone s'éteint, je ne saurai plus où tu es. Rentre, maintenant. » Il raccroche. Denise reste là, le téléphone collé à l'oreille, écoutant la tonalité du vide. Elle se sent coupable comme une enfant prise la main dans le pot de confiture. Elle se lève, range ses dossiers sans les avoir ouverts, s'excuse auprès de la secrétaire et quitte le cabinet. Elle a obéi. Le fil invisible a tiré et la marionnette a suivi. Mais comment en est-on arrivé là? Denise n'a pas toujours été cette femme apeurée. C'était une bibliothécaire vive d'esprit, cultivée, indépendante. Veuve depuis 5 ans, elle avait réussi à se reconstruire une petite vie paisible. Elle avait ses habitudes, son club de lecture, et même depuis quelques mois,
une amitié tendre avec M. Lucien, un voisin charmant qui lui apportait des fleurs de son jardin. Le piège s'est refermé doucement avec le sourire de la bienveillance. C'était il y a 1 an pour son anniversaire. Thomas, son fils unique, lui a offert ce smartphone dernier cri. Thomas est un homme de 45 ans, cadre dans une entreprise de logistique. C'est un homme d'ordre de contrôle. Il aime que les choses soient carrées, tracées, vérifiables. « Tiens, maman », lui avait-il dit avec ce sourire protecteur qui fait fondre les mers. « C'est pour ta sécurité. Tu vis seul, tu prends de l'âge. Avec ça, on sera toujours connecté. J'ai installé une application formidable, Find My Family. Comme ça, si tu te perds ou si tu fais un malaise dans la rue, je saurai exactement où te trouver pour envoyer les secours. C'est rassurant, non? » Au début, Denise avait trouvé ça merveilleux. C'était la technologie au service de l'amour filial. Elle se sentait protégée. Elle se disait « J'ai de la chance, mon fils tient à moi. » Mais la protection s'est muée en surveillance. D'abord, c'était des remarques anodines. « Tiens, tu es allé à la boulangerie 2 fois aujourd'hui, tu as oublié quelque chose. » Puis c'est devenu plus intrusif. « Pourquoi es-tu resté 1 heure au parc? Il faisait froid, tu vas attraper la grippe. » Le smartphone, cet objet brillant et lisse, est devenu un mouchard. Thomas vérifiait ses déplacements depuis son bureau entre 2 réunions. Il suivait le petit point bleu sur la carte de Paris. C'était devenu son obsession. Et pourquoi? Par amour, peut-être un peu, mais surtout par peur. Peur de perdre le contrôle. Et peur, surtout, de perdre l'héritage. Car Thomas a découvert l'existence de M. Lucien. Il a vu le point bleu de sa mère stagner trop longtemps au domicile de ce voisin. Pour Thomas, c'était une alerte rouge. Un vieux séducteur qui en veut à l'argent de maman, s'est-il dit. Il fallait agir. Il fallait serrer la vie. La situation s'est dégradée lorsque Denise a émis le souhait un dimanche, lors du déjeuner dominical, de modifier son testament. Elle voulait léguer une somme conséquente à la SPA, la Société protectrice des animaux. Elle a toujours aimé les bêtes et l'idée que son argent serve à sauver des chiens abandonnés la rendait heureuse. Thomas a blêmi. Pas de colère, non, Thomas ne s'énerve jamais ouvertement. Il a blêmi de calcul. « Mais, maman, c'est ridicule. Tu n'as pas toute ta tête. » On en reparlera. Dès le lendemain, le harcèlement numérique a commencé. Chaque fois que Denise s'approchait du quartier de son notaire, son téléphone sonnait. « Maman, où es-tu? »« Attention, il y a des travaux rue de la Pompe, c'est dangereux, fais demi-tour. » Ou pire. « Maman, rentre vite. Je crois que ta petite fille a de la fièvre. J'ai besoin que tu sois joignable à la maison sur le fixe. » Il inventait des urgences, des dangers imaginaires pour la faire dévier de sa route. Il la téléguidait comme un drone. Denise rentrait chez elle, confuse, inquiète, oubliant son objectif initial. Un jour excédée, Denise a tenté le tout pour le tout. Elle a éteint son téléphone. Elle a appuyé sur le bouton « off » et l'a glissé au fond de son sac, se sentant rebelle comme une adolescente qui fait le mur. Elle a marché vers la banque, le cœur léger, savourant ce silence, cette absence de fil à la patte. Mais elle n'avait pas fait 300 mètres qu'un bruit infernal a jailli de son sac. Une sirène hurlante digne d'une alerte à la bombe. Les passants se sont arrêtés effrayés. Denise, paniquée, a sorti l'appareil. L'écran clignotait en rouge « Alerte, SOS, localisation perdue, contactez le tuteur ». Thomas avait activé le mode perte. Si le téléphone ne bornait plus, il se mettait à hurler pour qu'on le retrouve. Humiliée, honteuse, Denise a dû rallumer l'appareil pour faire cesser le vacarme. Immédiatement, la voix de Thomas. « Maman, tu m'as fait une peur bleue. Pourquoi as-tu éteint? J'ai cru qu'on t'avait agressé, ne refais plus jamais ça. » Ce jour-là, Denise a compris. Elle n'était plus une mère. Elle n'était plus une citoyenne libre. Elle était un animal domestique avec une puce électronique. Elle est rentrée chez elle, s'est assise dans son fauteuil et a pleuré. Elle a regardé cet objet noir posé sur la table basse. Ce n'était pas un téléphone. C'était un gardien de prison. C'était l'œil de Moscou dans son salon. Elle ne pouvait plus voir M. Lucien sans que Thomas ne l'appelle. Elle ne pouvait plus aller à la banque. Elle était prisonnière dans sa propre ville.
Mais la résignation a ses limites, surtout chez une femme qui a connu mai 68. La colère froide et lucide a fini par remplacer la peur. C'est en observant son chat Minou jouer avec une souris en peluche que l'idée lui est venue. Le chat ne chassait pas la souris, il chassait ce qui bougeait. Thomas ne la surveillait pas, elle. Il surveillait le téléphone. Il ne voyait pas Denise. Il voyait un signal GPS. Il voyait des données. La technologie a une faille immense, elle est bête. Elle ne fait pas la différence entre une personne et un objet. Denise a souri. Pour la première fois depuis des mois, elle a souri. Elle a élaboré un plan. Un plan digne d'un film d'espionnage, mais avec les moyens du bord, un cabas à roulettes et une complicité féminine. Elle a contacté Madame Solange. Solange, c'est une dame qu'elle croise tous les mardis au marché, une femme énergique qui habite à l'opposé de la ville, tout près d'un grand parc en banlieue où elle va promener son chien. Elles ont chuchoté entre les étals de poireaux et de carottes. Solange a écarquillé les yeux puis a éclaté de rire. « Ah, les sales gosses comptent sur moi, ma Denise. On va le faire courir, ton Thomas. Le jour J arrive. C'est un jeudi. » Denise se lève tôt. Elle s'habille avec soin. Elle met dans sa poche intérieure, pas dans son sac, les documents pour le changement de testament et une procuration bancaire pour révoquer les accès de son fils. Elle prend son téléphone. Elle vérifie qu'il est bien allumé, bien chargé, bien visible par le satellite. « Bonjour, Thomas, » murmure-t-elle à l'écran noir. « Regarde bien. » Elle descend au marché comme d'habitude. Le marché est bondé, bruyant, vivant. Les odeurs de poulet rôti et d'épices flottent dans l'air. Denise repère Solange près du fromager. Elles se croisent. Pas un mot, juste un regard complice. D'un geste vif, Denise glisse son téléphone enveloppé dans un foulard dans le caddie à roulettes de Solange. Solange fait un clin d'œil, tourne les talons et se dirige vers l'arrêt de bus. Direction le terminus à l'autre bout de la ville, vers la forêt de Meudon. Denise, elle continue de marcher. Elle a les mains vides, elle a les poches légères. C'est une sensation étrange, presque vertigineuse. Elle n'a plus de fil à la patte. Si elle tombe, personne ne saura. Si elle se perd, personne ne viendra. C'est effrayant. Mais c'est surtout enivrant. C'est le goût de la liberté. Elle sort du marché, prend une rue adjacente et se dirige d'un pas décidé vers le cabinet de maître Verrier, l'avocat, qu'elle n'avait pas pu voir la dernière fois. Cette fois, elle ne va pas avenue Victor Hugo. Elle va à son cabinet secondaire, plus discret, à 10 minutes de marche. Pendant ce temps, de l'autre côté de Paris, dans une tour de verre de la Défense, Thomas est devant son ordinateur. Une alerte pop-up apparaît. « Maman bouge !» Il fronce les sourcils. Le point bleu quitte la zone habituelle du marché. Il prend de la vitesse. 30 km/h, 53 km/h. Elle est dans un véhicule. Thomas panique. Un taxi. Une ambulance. Un enlèvement. Le point bleu file vers le périphérique. Il sort de Paris. Il se dirige vers la banlieue ouest, vers la forêt. Thomas appelle. Ça sonne. Une fois, 2 fois, 10 fois. Personne ne répond. Évidemment, le téléphone est enfoui sous les poireaux de Solange dans la soute d'un bus bruyant. L'angoisse de Thomas se transforme en frénésie. Il quitte son bureau en courant, bouscule une secrétaire. Urgence familiale. Il saute dans sa voiture. Il lance le GPS. Suivre Denise. Il s'engage sur le périphérique. Il roule vite, trop vite. Il imagine le pire. Sa mère perdue dans les bois, sa mère victime d'un malaise dans un taxi inconnu. Ou pire, sa mère allant voir un autre notaire en secret, loin de Paris. Le montage est saisissant. D'un côté, Thomas rouge de colère et d'inquiétude, coincé dans les embouteillages, klaxonnant, insultant les autres conducteurs, les yeux rivés sur ce point bleu qui s'éloigne inexorablement. Il est esclave de son écran. De l'autre côté, Denise. Elle marche lentement. Elle s'arrête pour regarder une vitrine. Elle respire l'air frais. Elle achète un petit bouquet de violettes à une marchande ambulante. Elle est calme. Elle est maîtresse de son temps. Elle n'est plus une donnée numérique, elle est une flâneuse parisienne. Elle arrive chez l'avocat. La secrétaire la reconnaît. « Madame Denise, vous n'avez pas rendez-vous. »
Je sais, dit Denise avec un sourire radieux. Mais je crois que maître Verrier sera intéressé par ce que j'ai à signer aujourd'hui. Et ne vous inquiétez pas pour la sonnerie du téléphone. Je l'ai laissé à la maison. Pendant que Denise signe les papiers qui redonnent du sens à sa vie, léguant une partie à la SPA et surtout mettant en place un mandat de protection future confié à un tiers professionnel et non à son fils, Thomas arrive enfin à destination. Le point bleu s'est immobilisé, au milieu d'un champ à l'orée de la forêt de Meudon, un endroit désert. Thomas gare sa voiture dans la boue, sort en courant, le souffle court. « Maman, maman !» Il court vers le signal. Il s'attend à trouver le corps de sa mère, gisant dans l'herbe. Il arrive près d'un banc. Il n'y a personne, juste une dame âgée, inconnue, qui lance une balle à son caniche. C'est Solange. Thomas hagard regarde autour de lui. Il regarde son téléphone. Le poing est là, sous le banc. Solange le regarde un petit sourire en coin. « Vous cherchez quelque chose, jeune homme. »« Ma mère. Le téléphone de ma mère. Il est ici. » Solange désigne son caddie à provisions posé près du banc. « Ah, ça doit être ça qui sonne depuis 1 heure entre mes poireaux. Une amie me l'a prêté. Elle a dit que ça ferait faire de l'exercice à son fils. » Thomas reste figé. Le téléphone est là, niché entre une botte de radis et un camembert. Il comprend. La claque est monumentale. Il ne s'est pas fait avoir par un criminel. Il s'est fait avoir par sa mère, par la vieille femme fragile qu'il pensait contrôler. Il réalise avec une humiliation brûlante qu'elle est beaucoup plus maligne que lui, et surtout qu'elle vient de lui échapper. Le soir même, l'ambiance dans l'appartement de Denise est calme. Elle a préparé le thé. La porte s'ouvre violemment. C'est Thomas. Il est échevelé, ses chaussures sont pleines de boue, il a l'air épuisé et furieux. Il tient le smartphone dernier cri dans sa main comme une arme inutile. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» hurle-t-il. « J'ai cru que tu étais morte. J'ai traversé tout Paris. C'est de l'inconscience. Tu es irresponsable. » Denise est assise dans son fauteuil. Elle ne se lève pas. Elle boit une gorgée de thé. Elle pose la tasse doucement. Elle le regarde droit dans les yeux. Ce n'est plus le regard fuyant de la salle d'attente. C'est un regard d'acier. Assieds-toi, Thomas. Le ton est si calme, si autoritaire qu'il s'arrête net. Je ne suis pas irresponsable. Je suis libre. Et je ne suis pas ton enfant. Je suis ta mère. Elle désigne un petit objet posé sur la table à côté de sa tasse. C'est un téléphone. Mais pas le smartphone brillant. C'est un vieux modèle, un Doro, un téléphone à clapet avec de grosses touches et un petit écran noir et blanc. Un téléphone cucule la praline, comme on dit. Un téléphone qui ne fait que téléphoner. Pas d'Internet, pas de GPS, pas d'application, pas de mouchard. « J'ai acheté ça chez le buraliste en rentrant, » dit Denise. « Il marche très bien. » Thomas regarde l'objet comme s'il venait d'une autre planète. Mais « Et Find My Family est ta sécurité. » « Ma sécurité, c'est moi qui la gère, » tranche Denise. « J'ai vécu 72 ans sans être suivie par satellite, je pense pouvoir continuer encore un peu. » Elle se lève, prend le smartphone des mains de son fils. « Tiens, reprends ton cadeau. Il est trop intelligent pour moi. » Ou peut-être qu'il est trop intelligent pour toi, car il t'a rendu bête et méchant. Elle lui met l'appareil dans la main. « À partir de maintenant, Thomas, si tu veux savoir où je suis, il y a une méthode révolutionnaire, tu viens me voir. Tu frappes à la porte. On boit un thé et on se parle. Comme des êtres humains. Pas comme un contrôleur aérien et son avion. Thomas est vaincu. Il tient le téléphone noir, écran éteint. Il réalise qu'il a perdu non seulement le contrôle, mais aussi la confiance. Il voit sa mère pour la première fois depuis longtemps, non pas comme une charge à gérer, mais comme une femme qui vient de lui donner une leçon de vie magistrale. Denise se rassied et reprend sa tasse. « Et, au fait, » ajoute-t-elle avec un petit sourire malicieux, « dimanche prochain ne viens pas déjeuner. Je suis invitée chez Lucien. Il paraît qu'il fait un excellent ragoût et ne cherche pas à savoir à quelle heure je rentre. Je rentrerai quand je rentrerai. Mesdames, messieurs, l'histoire de Denise est une victoire. Une petite victoire, certes sans effusion de sang, sans procès retentissant.
mais c'est la victoire de l'humain sur l'algorithme. C'est la preuve qu'aucun lien, aussi technologique soit-il, ne peut remplacer le respect. Nous vivons dans un monde où nous sommes tous connectés, tracés, géolocalisés. C'est pratique, c'est rassurant. Mais n'oublions jamais que la laisse, même si elle est dorée, même si elle est numérique, reste une laisse. Et qu'il n'y a pas d'âge pour avoir envie de courir librement dans les prés ou simplement d'aller acheter son pain incognito. Alors, ce soir, vérifiez vos téléphones. Mais surtout, regardez vos proches dans les yeux. C'est la seule connexion qui compte vraiment. Bonne soirée à tous.